que ça t'est arrivé dans ta vie de vivre une expérience, je dirais, un peu de l'ordre de paranormal, quelque chose que tu n'aurais pas pu expliquer, du style un rêve prémonitoire ou quelque chose dans le ciel que tu peux pas expliquer, tu n'as pas forcément un ovni, mais est-ce que... Non, les choses dans le ciel que je ne peux pas expliquer, non. Rêve prémonitoire, ma femme dit qu'elle en fait beaucoup. Elle en fait beaucoup, ta femme? Oui, mais bon, je pense que j'ai du mal à y croire. Enfin, j'ai du mal à y croire. C'est difficile. Non, c'est pas que j'y crois pas, mais le problème, c'est que tu te dis toujours c'est prémonitoire lorsque tu as pensé à quelque chose et que ça arrive. Maintenant, toutes les choses que tu penses qui n'arrivent pas, tu fais pas le rapprochement. Donc, je suis pas sûr. Maintenant, paranormal, moi, je suis assez croyant, si tu veux, dans le sens où je suis en, comment dirais-je, une relation forte avec mon père. Mon père est décédé, j'avais 18 ans. J'ai l'impression, voilà, je suis toujours persuadé, ou je me persuade qu'il me protège. Voilà. Et il ne se passe pas un matin où je me lève sans penser à lui. J'ai l'impression que depuis que j'ai quitté la Normandie, j'ai parlé tout à l'heure de la phase où, quand j'étais en Normandie, c'était pas une période facile pour moi. Il fallait prouver quelque chose, et pas mal d'échecs scolaires. Quand j'étais jeune, après, ça s'est nettement amélioré. Et j'ai l'impression que le jour où j'ai quitté la Normandie, tout s'est mis à rouler. Et je touche du bois, mais j'ai jamais eu de grosses catastrophes dans ma vie. Il y a des gens, ils ont des vies terribles. Bon, les factures, on en paye toujours un certain nombre. Mais vraiment, le fait d'avoir quitté la Normandie fait que je me suis mis dans une situation où maintenant tout roule. Alors que là-bas, tout roule pas. Et ma famille est restée là-bas et les emmerdes continuent à s'accumuler là-bas. Donc une espèce de superstition. Comme si cet endroit était un peu marqué. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des signes comme ça. Alors c'est mélangé avec de la croyance religieuse, c'est mélangé avec tout ça. Bon, comme tu disais tout à l'heure, les signes, voilà, je m'attache un peu aux signes. Voilà, je vais être capable d'éviter d'aller à un endroit parce un peu que superstitieux peut-être, non? une petite, oui, je fais partie, tu sais, il y a des sportifs, il paraît que lors d'une finale d'un grand match, ils mettent toujours le même slip ou le même t-shirt ou des choses comme ça. Quand j'étais étudiant, par exemple, j'avais un protocole avant un examen qui était immuable, toujours le même. Il fallait que je me lève une demi-heure plus tôt que d'habitude, il fallait que je fasse ci. Et quand j'arrivais à l'école d'Assas où je faisais mes études, j'allais systématiquement faire une partie de flipper avant, et je ne quittais pas le flipper tant que je n'avais pas eu une partie gratuite que je laissais. Donc il y a quand même un peu de superstition là-dedans. Oui, pas mal, oui. Je confirme. Mais peut-être une superstition qui était basée sur des choses qui n'étaient pas si, entre guillemets, pas si bêtes que ça. C'est-à-dire que le fait de se lever une demi-heure plus tôt, le fait la veille au soir d'aller voir un film, en général, j'ai cherché un bon Belmondo. Tu ne te prends pas la tête. Pendant ce temps-là, tu ne révises pas, parce que c'est ridicule de réviser la veille. Donc, si tu veux, c'était devenu des tics, des tocs, une sorte de programmation, quelque part. Qui étaient justifiés, en fin de compte, qui me permettaient justement de mieux dormir, d'être à l'heure. Je te parlais aussi tout à l'heure de ma maniaquerie sur les horaires de mes patients. Sur les horaires, je suis d'une maniaquerie maladive. Mon diplôme de kinésie, je l'ai passé une fois dans ma vie, je l'ai eu. Et toutes les fois où je l'ai passé en rêve, et ça a dû arriver une 50aine de fois, je ne l'ai jamais eu. Pourquoi ? Parce que j'arrivais trop tard à l'épreuve. Systématiquement. Tu vois, il y a un peu quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, en cherchant mieux entre eux. Ouais. Tu viens d'évoquer les croyances. Donc, tu es, j'imagine, d'obédience chrétienne. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Jésus, de son message ? Ah, tu l'as pas vu venir, ça, là. Non, je pense que, si tu veux, la religion, quand elle comment dirais-je, quand elle rentre pas dans les excès, parce que toutes les religions ont eu leurs époques d'excès, c'est quelque chose où c'est une forme d'éducation qui se rajoute à toutes les autres. J'ai voulu que mon fils suive le catéchisme parce que
c'est une fois de plus un moyen de lui apprendre la notion du bien, du mal, comme les parents peuvent lui apprendre, comme les grands-parents, comme les enseignants. Et la religion, quand elle est enseignée de cette manière-là, voilà, c'est la connaissance du bien et du mal. Et donc Jésus est comment dirais-je, le mot vecteur, il est pas bon, mais ça permet, si tu veux, d'arriver à ça. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, etc. Je pense que c'est un élément utile lorsqu'on ne rentre pas dans les excès, parce que bon, tous ceux qui sont contre les religions vont sortir les arguments que les chrétiens ont tué des milliers de gens, les musulmans aussi, toutes les religions ont eu ces travers-là. Maintenant, il y a une chose, c'est que quand on analyse les excès de la religion, on se dit ça serait mieux un monde sans religion. Je ne crois pas du tout à une laïcité totale. Et j'y crois pas du tout, parce que la religion permet d'aider les gens. J'ai soigné un jour un enfant qui avait l'âge de mon fils à l'époque. Il devait avoir 6 ans quand on s'est aperçu quand on a découvert qu'il avait une tumeur au cerveau. Il a été opéré, trépané, etc. Il est mort à 12 ans. J'ai vu ses parents très croyants suivre ces moments-là. Et je me suis aperçu que ces gens qui étaient très croyants encaissaient mieux que beaucoup d'autres qui n'étaient pas croyants. Et je pense que moins on aura de croyances religieuses, plus on va développer les psys, les sectes, les antidépresseurs, etc. La confession, c'est une forme de psychothérapie qui est vachement utile. Un bon exutoire. Voilà. Et donc, quand tout ça va disparaître, ça va être un autre problème. On supprime un problème, celui des excès de la religion, et on en crée d'autres. Je pense aujourd'hui que alors bon, on a les excès des musulmans aujourd'hui, mais sur les excès, mais chaque période a eu ça. Et je ne pense pas qu'on puisse lutter contre les excès de la religion musulmane par de la laïcité à tout prix. Je ne crois pas. Il faut qu'il y ait des croyances. Mais il faut qu'elles soient raisonnables. Donc Jésus, voilà, si tu veux, c'est ce message de paix, c'est ce côté raisonnable, ce côté utile, c'est ça. Maintenant, après, de quelle manière il se présente, je ne sais pas. C'est dans l'âme. Est-ce que tu crois à une vie après la mort? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. D'un côté, oui, par mon éducation. Et d'un autre côté, par ma formation, entre guillemets, scientifique, non. Mais c'est bon d'y croire. Ça aide. Ça aide beaucoup de choses, beaucoup de gens. Je suis quelqu'un de raisonnable. Aujourd'hui, est-ce qu'être libre, c'est quelque chose qui est difficile, ou est-ce que c'était plus facile avant? Non. C'est pas difficile. C'est une question de volonté, selon toi? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, quand on entend les gens manifester, faire des convois pour aller à Paris pour défendre nos libertés, mais je suis mort de rire. La liberté, on l'a tous. Il suffit de... Maintenant, une liberté sans contrainte, une liberté sans loi, c'est pas possible. Parce que on vit les uns à côté des autres et qu'à un moment donné, il va falloir légiférer pour que la liberté de l'un n'empiète pas sur celle de l'autre. Donc il y a des lois obligatoires et il y en aura toujours. Alors il y a les excès de ces lois, il y a les lois qui sont mal faites par... Mais bon, quand j'entends aujourd'hui en France les gens se plaindre du manque de liberté, et ça, on n'entend plus que ça. Depuis le début du Covid, depuis les mouvements des Gilets jaunes, on a entendu, oui, on n'a plus de liberté, machin, oui, mais ça me fait rire. C'est-à-dire, si on remonte dans l'histoire, si on remonte à certaines époques d'un chien, on en a plein de libertés aujourd'hui. Je pense que, par rapport au problème de la vaccination, par exemple, le vaccin contre le Covid, je veux être libre du choix de ma liberté, de me faire vacciner ou pas. Alors, tous les vaccins qu'on a fait avant obligatoires, on ne pourrait plus les faire. Est-ce qu'aujourd'hui, si la ceinture de sécurité en voiture n'était pas obligatoire et que le gouvernement décide de la rendre obligatoire, est-ce qu'on y arriverait? Moi, je ne crois pas. Les gens descendraient dans la rue en disant non. Non, parce que c'est mon choix de la mettre ou de ne pas la mettre.
Bah, quand on l'a rendu obligatoire, il y a quelques rebelles. Hein. J'avais mon beau-père, il ne voulait pas la mettre. Il s'était fait un certificat médical comme quoi ça, il ne la supportait pas. Et bon, les gens ont fini par s'y mettre. Donc après, on vient te dire ouais, mais tu comprends, la ceinture de sécurité, elle tue des gens. C'est-à-dire que là où, avec un accident, tu aurais été éjecté, tu n'es pas éjecté, tu es écrasé par la voiture. Bah, comme tout système. Je pense que la ceinture de sécurité doit tuer des milliers de gens, mais elle sauve des millions de gens. La vaccination, c'est la même chose. Tout ce qui s'est passé sur le truc anti-Covid, enfin les vaccinations, la lutte contre... Après, c'est affaire de chacun, mais manifester dans les rues en disant c'est une atteinte à ma liberté, moi je trouve ça ridicule. Mais bon, c'est mon point de vue, et je le partage. Ça tombe bien. Ça serait la merde. Donc, ce que je voulais dire par là, en fait, c'est-à-dire que par rapport à ce monde que tu as vécu, alors j'ai un peu moins vécu que toi, parce que c'était plus dans les années 80, toi plus dans les années 70, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas plus soumis à être obligé de faire des choses alors qu'on n'en a pas forcément besoin? C'est ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique les opérateurs de modalité, c'est-à-dire il faut, je dois. Et j'ai remarqué qu'il y a quelques années de cela, on était moins soumis à ce genre d'événements dans nos journées quotidiennes. Ben, ne serait-ce que par exemple, par exemple le téléphone, tu vois. Il y a quelques années, il y avait un téléphone par maison. Oui. Aujourd'hui, quand on a déjà notre seul téléphone, et dessus, on a, la plupart du temps, on a 5 ou 6 applications différentes qui nous permettent d'être joignables. Ouais. Donc en fait, on s'est mis dans des positions où on est sur-sollicité par des événements en fait, qui existent ou qui n'existent pas, qui sont nécessaires ou pas nécessaires. Et même ne serait-ce que dans la manière dont on va remplir certains formulaires pour des autorisations de ci, de ça, le reste. On parlait tout à l'heure en aparté de ton voyage Ouais. et que tu avais dû passer par le Japon et que ça s'était fait il y a quelques années en fait. Bon, hors contexte Covid, on n'avait pas tout cet attirail en fait, qui était autour de nous, quoi. C'est vrai. Effectivement, et aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas, des gens de ma génération, qui ont du mal avec les applications, les téléphones, les ordinateurs, ils ont du mal, hein, c'est vraiment compliqué. Moi, je m'y suis mis un peu, je ne suis pas très doué, mais enfin, j'arrive à m'en sortir. Mais c'est vrai que voyager aujourd'hui sans avoir ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que tu prépares sur ton ordinateur ici, mais quand tu es en voyage, il te faut l'application téléphone. Si le téléphone ne marche plus, tu es bloqué. Tu es marron. Maintenant, ça permet de faciliter les choses aussi, ça permet de gagner du temps. Lorsque je dois aller sur gouvernement.fr pour avoir un permis de conduire parce que j'ai perdu mon permis de conduire, il est certain que c'est compliqué. Mais je perds du temps sur mon ordinateur, mais je ne suis pas obligé d'aller à la préfecture ou à la sous-préfecture pour avoir ce papier, et je peux gagner du temps grâce à ça aussi. Donc c'est un moyen avec ses limites qui fait... Voilà, je ne pense pas que ce soit tout bon, tout mauvais. Je pense que les moyens de la technologie moderne aujourd'hui ont énormément d'inconvénients, énormément d'avantages. Après, il faut faire avec, il faut s'adapter, mais de toute façon, c'est le problème du modernisme. Hein, le seul reproche que je ferais personnellement à tous ces systèmes de technologie moderne, on en parlait tout à l'heure, c'est la perte de l'humain. On en parlait au niveau des soins médicaux, pareil, je préfère avoir affaire à la préfecture, à quelqu'un qui va me recevoir et qui va me parler, qui va m'expliquer, que le côté taper 1, taper 2, taper 3, est-ce que j'ai répété la question, j'ai pas compris parce qu'il y a un robot devant, ça, je reconnais que c'est un stress énorme, qui fait que je comprends pourquoi aujourd'hui les gens de notre époque sont pas toujours heureux et stressés. Je pense que c'est là-dessus, c'est la perte de l'humain. À la banque, c'est fini, c'est des banques en ligne, et parce que quand tu vas à la banque, on te dit non, déposez vos chèques ici, faites ça, et ça c'est fort désagréable. Moi j'aime le côté humain, si tu veux. Donc c'est là-dessus. Maintenant, c'est vrai que ça a un côté intéressant dans le gain de temps s'il est bien exploité. Mais on perd l'humain, et là on perd le bonheur. Justement, ce que tu viens de dire, ça me fait réagir. On a besoin
de vivre ensemble, en fait. L'être humain a ce besoin, en fait, d'échange, je dirais, d'être dans ce qu'on appelle au sens large l'écologie. Le fait de séquencer et de nous isoler un petit peu comme ça, c'est quelque chose qui est plutôt, selon moi, c'est plutôt négatif, mais Ouais. qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, alors, ça tombe bien parce que moi, je suis d'un côté un solitaire. Quand j'étais môme, je disais à ma mère, je veux être termite. Je voulais être ermite, mais je disais, je veux être termite. Et il y a des moments où je me verrais bien, si c'était possible, dans une cabane dans le Ventoux, tout seul, en me suffisant à moi-même. Ceci dit, je me suis aperçu que lorsque je vais pas bien, le fait de parler, d'échanger, bon, j'ai encore des anciens amis qui viennent se faire remettre le dos de temps en temps, etc., etc. Ben, le jour où je me réveille pas en forme, pas bien, et que j'ai une relation sociale avec les gens, je vais beaucoup mieux. Donc l'isolement et la solitude à tout prix, j'aime ça, mais il faut un peu des deux, c'est l'équilibre, hein. Voilà, je ne sais pas si ça répond là, si c'est le genre de questions Non, et de réponses ça répond bien. que tu voyais, si je vais dans le bon sens, mais voilà. Est-ce que tu es quelqu'un de très curieux, en fait? J'ai l'impression que tout t'intéresse, en fait. Tout est chez toi sujet à vouloir découvrir. Ou il y a des choses dont tu te fous royalement et qu'on pourra t'y coller pendant... Ouais, Ouais, ouais. Ouais. dis-moi. Euh, J'aime bien aller au fond des choses. Quand j'ai joué au golf, j'ai voulu aller au maximum. En photo, tu as vu comment je fais. Ceci dit, je ne veux pas être passionné. La passion, tu perds la notion des autres choses. Il ne faut pas perdre les pédales. Euh, Rappelle-moi ta question, parce que j'avais une autre idée en tête. C'était... Que tu es curieux de tout, Oui, curieux de mais tout. qu'il y a des Voilà. choses dont tu veux... Bah tiens, au niveau de la photo, par exemple, il a fallu, grâce à la photo, que je me mette à la maîtrise des ordinateurs. Ça n'a pas été évident, je suis très content de l'avoir fait, ça m'a fait progresser. Maintenant, j'ai mon meilleur copain avec qui je fais tous mes reportages, enfin, dès qu'on part en voyage, qui est un extraordinaire photographe, qui lui est curieux, mais alors c'est énorme, qui a tout appris. Il me reprochera toujours, en photo, de travailler en JPEG. Mais il me dit, parce que aller sur Photoshop, ça me gonfle. Ça me gonfle. Alors j'ai mon petit logiciel de traitement photo pour recadrer, récupérer de l'expo, mais il me dit, tu travailles déjà sur du JPEG, donc tu vas perdre. Et il a entièrement raison. Mais je préfère faire mes réglages en amont, comme avec les vieux appareils. C'est-à-dire que je vais travailler la lumière échange, je vais travailler l'expo, je vais travailler la monte en ISO, je travaille en mode manuel, etc. Alors qu'en RAW, on va travailler plutôt en mode automatique sur plein de sujets et on va travailler sur Photoshop derrière. Je sais que j'ai tort. Je sais que je fais de la moins bonne photo, mais comme mon but n'est pas de faire des expositions ou de vendre mes trucs, ça ne me dérange pas. Et, et je ne comprends pas pourquoi. Alors j'ai essayé, il y a un gars qui est venu pour me faire un cours sur Photoshop il y a 3 mois. Super le mec, hein. J'ai dit oui, et puis j'ai abandonné, je suis revenu au JPEG parce que c'est comme ça que je me sens le mieux. Donc voilà, il y a des moments où je ne suis pas curieux, ça me gonfle, j'y vais pas. J'aimerais bien, mais je n'ai pas suffisamment les capacités d'y aller, ou l'envie d'y aller. Voilà, je reste sur mes vieilles méthodes. C'est pas forcément un défaut, hein. Non, voilà, mais j'ai tort parce que c'est vrai que je cherche à faire de la belle photo, mais là-dessus, j'ai une lacune. Mais je préfère travailler en amont, c'est comme ça. Mais Robert, il le sait, hein, on en parle souvent, et là, il m'a balancé une petite pique il y a 2 jours sur le forum, par membre interposé. Je savais que c'était moi qui étais visé. Il dit, je comprends pas que... Nous, en vidéo, on a à peu près le même problème avec les logs, en fait. Ouais. Alors c'est sûr que le log, tu vas pouvoir rester 3 jours et demi sur une séquence à la mettre au maximum. Mais t'imagines le nombre de séquences qu'on a par film. Voilà, c'est ça. Bon, alors, on ne le fait pas en log, on le fait en classique. Alors des fois oui, selon le sujet. Des fois je reconnais que ça peut être bien, mais c'est vrai que ça demande en fait un traitement complètement démentiel. Ouais. J'ai des tas d'amis photographes qui s'y sont mis à travailler sur les fichiers RAW et qui s'y sont mis assez facilement. Moi, j'y arrive pas. Je suis bloqué là-dessus. Et pourtant, j'ai fait deux tentatives. Et là, je pense que c'est fini maintenant. On a évoqué tout à l'heure le sujet rapidement dans une question. On a parlé d'écologie au sens large du terme. C'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure avant que l'interview commence.
aujourd'hui, ce qu'on appelle l'écologie au sens large du terme, c'est vraiment l'interaction des êtres vivants dans leur milieu. Ouais. Aujourd'hui, cette écologie sur le plan purement humain, on est arrivé, c'est ce qu'on disait un petit peu, une forme de saturation et qu'avant tout, le problème, avant qu'il soit écologique, est d'abord démographique. Tu me disais que notamment les oiseaux étaient en voie de disparition, Ouais. et ça que c'est dû à la fois aux chasseurs, mais c'est dû aussi C'est dû à tout, c'est dû aux à ondes hertziennes, l'urbanisme, c'est dû etc. à l'agriculture intensive, et puis ce que tu disais, les interactions. Donc, quel est le chaînon en amont qui fait, que ce chaînon, il est conne. Il y a beaucoup de touristes qui viennent en vacances dans le sud de la France, en Camargue, qui n'arrêtent pas de dire il y en a marre des moustiques. Moi, je peux te dire que pour avoir, comment dirais-je, mouillé mes bottes et mes waders dans les étangs de Camargue depuis très longtemps, il y a de moins en moins de moustiques, quoi qu'on en dise. Je me souviens de nuées de moustiques, mais montant à 100 mètres de hauteur, qui arrive comme un cyclone sur toi, était envahi par des milliards de moustiques. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu roulais la nuit au mois d'août, tu revenais de Port-Camargue ou de la Grande Motte ici. Quand tu arrivais ici, ta bagnole, pour nettoyer le pare-brise, les phares et la calandre d'avant, tu en avais pour un moment. Aujourd'hui, tu n'as plus ça. Et quand il y a 3 moustiques, les gens te disent, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Est-ce que c'est un refus? Est-ce que c'est un manque de qualité d'observation? C'est valable pour les moustiques. Donc, j'en viens aux moustiques, aux insectes. Ben, s'il y a moins d'insectes, les oiseaux, ils ont moins à se partager de la bouffe. Les oiseaux, moi, quand je discute avec les gens, comme je discutais tout à l'heure avec toi, je dis c'est affolant la disparition des oiseaux. C'est pire que ce que j'imaginais et je l'annonce, je le vois depuis longtemps. Les gens disent ah non, j'ai jamais eu tant d'oiseaux dans mon jardin. Ben, je dis oui. Les oiseaux, ils viennent dans votre jardin parce que c'est le seul endroit où ils sont à l'abri. En plus, aujourd'hui, les 3 quarts des gens, ils mettent des graines de tournesol l'hiver pour avoir des oiseaux dans le jardin. Donc, toutes les petites mésanges et tout ça, il y en a beaucoup. Ailleurs, il n'y en a plus. Moi, ici, je ne nourris pas l'hiver parce que je ne suis pas là l'hiver en général. Donc, ce n'est pas la peine de nourrir au mois de septembre-octobre si c'est pour arrêter de nourrir après. Donc, je ne nourris pas. Donc, il y a peu d'oiseaux qui viennent. Mais j'ai mon copain Michel, celui avec qui je fais de la photo, qui met à peu près 60 kilos de graines de tournesol dans son jardin tous les ans. Il a beaucoup d'oiseaux. Mais va te promener dans la nature, dans les endroits totalement naturels. Donc, ça, les gens ne le voient pas. Ils ne se rendent pas compte. Tu as suffisamment d'ancienneté pour savoir quand tu étais gosse, quand tu roulais avec ton père en bagnole la nuit ou dans une nuit, oui, combien de hérissons écrasés voyais-tu sur la route? C'était fréquent. Moi, j'ai des nuits où je trouvais 4-5 hérissons écrasés dans la nuit. Donc, s'il y en a 4-5 d'écrasés, c'est qu'il y en a un paquet dans la nature. L'an dernier, sur toute une année, 6 hérissons écrasés sur l'année. Cette année, j'ai vu mon premier. Donc, là aussi, disparition. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ça vient tellement doucement, progressivement, qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe autour d'eux. Puis ils sont souvent sans doute auto-centrés sur des faux vrais problèmes ou des vrais faux problèmes. C'est sûr. Et ça, c'est très important en fait, ce déficit en fait d'information de gens qui sont comme toi dans l'observation de choses concrètes. Voilà. Tu vois, Voilà, ça, mais c'est un problème, si tu veux, c'est un problème. J'ai toujours été, sans fausse modestie ni quoi que ce soit, j'ai toujours été persuadé que j'avais, entre guillemets, une forme d'intelligence relativement limitée, avec un QI tout à fait moyen, etc. Par contre, ce qui me permet d'être un petit peu... c'est que j'ai une grosse faculté d'observation. Aussi bien dans mon métier que j'étais kinésie, que dans la nature, etc. Donc le fait d'observer les choses et de capter me permet d'anticiper. C'est pour ça que ce qui s'est passé avec le virus, avec mon copain Michel, ça fait 5 ou 6 ans qu'on l'annonce. Qu'on dit, il va y avoir un virus qui va faire des dégâts. Il va y avoir un virus qui va faire des dégâts. Et je suis même surpris de voir qu'il fasse si peu de dégâts. Parce qu'il y en aura d'autres derrière. Parce que la planète ne peut pas supporter 8 milliards d'habitants. Donc si nous, on ne fait pas le nécessaire, elle va le faire. La nature va le faire. Oui, de manière automatique, quoi. De manière automatique. C'est obligatoire. On ne peut pas trouver la solution quand tu vois des écolos, entre guillemets, parce que je me sens très écolo, mais il y a des idées chez les écolos qui me plaisent, qui te disent on va pouvoir nourrir, il faut arrêter de faire de la viande, parce que la viande, il y a un taux de dépense carbone énorme sur la viande, etc. Ce sont des âneries monumentales.
Tu as des hectares, des centaines et des milliers d'hectares en Normandie, dans des prairies, où tu n'as plus une vache. Donc ces vaches qui étaient dans les prairies avant, elles n'avaient pas un taux carbone comme peuvent l'avoir celles qui sont dans les fermes des 1000 vaches, où on leur donne du grain artificiel, des graines artificielles à manger, etc. Mais on ne les met plus dans la nature. Pourquoi elles ne sont plus dans la nature? Parce que pour que ce soit rentable pour l'agriculteur, il faut qu'il y ait tant de vaches à l'hectare. Elle ne peut pas être rentable avec 10 fois plus. Donc pour être rentable avec 10 fois plus, il faut apporter des aliments extérieurs. Donc là, ça va être polluant, si tu veux. C'est ça le problème. Alors quand ils te disent, la viande, il faut arrêter, il faut nourrir avec des protéines reconstituées, avec il y a des chenilles, des criquets, etc. Je suis désolé. Les criquets, si tu veux nourrir 8 milliards de personnes avec des criquets, il va falloir qu'à un moment donné ou à un autre, on fasse des criquets de manière intensive. Parce qu'il n'y en aura pas suffisamment. Donc ça, non plus, c'est pas une solution. C'est une question de volume. Ouais. Ben voilà, donc le problème, tu t'en sors pas. 8 milliards, c'est pas possible. Et ils annoncent 8, 9, 10. Ça va être pire. Le pic, c'est normalement à 20, et après, ça s'amortit, puis ça commence à dégrader, je crois. Hein, oui, c'est ce qu'ils annonçaient, mais on n'arrivera pas, on n'aura pas le temps d'arriver à 20. Je pense pas. On n'aura pas le temps, parce que quand on a vu comment ça se passe, moi, tu sais, dans ma jeunesse, je crois qu'on était à 4 milliards. Sur une génération, on est monté à 8. Multiplié par 2, voilà. Voilà. Monteux, je suis arrivé à Monteux en 1976, il y avait 6000 habitants. Aujourd'hui, 12, doublé. Je m'en plaignais. J'ai un ami qui est à Istres, il m'a dit quand il y avait 6000 à Monteux, il y avait 6000 à Istres. Aujourd'hui, d'après ce qu'il m'a dit, 60 000 à Istres. Fois 10. Bon, partout, l'exemple, tu l'as de partout. Donc, c'est ça de moins qui est consacré à la nature. Hein. D'ici quelques semaines, je pense que quand l'interview sera diffusée, on sera en plein dedans, dans 3 semaines. Il va falloir aller voter. On se projette un petit peu. Tu es élu. Tu as eu tes 500 signatures et Dominique est élu président de la République. C'est quoi tes propositions dans les 100 premiers jours? Parce qu'après, le temps se gâte, donc il faut faire vite. Non, je n'ai pas... Il n'y a pas un truc qui te ferait... tiens, ça, il faudrait le faire vraiment... allez, 2 ou 3. Non, j'ai vraiment... Non, je crois que... Non, parce que je ne serai jamais élu, parce que j'ai pas l'âme à ça, et puis j'ai pas la solution. J'ai pas la solution à ça. Je crois que je me sens pas... Il faudrait changer le caractère des Français. Par exemple. Ça, c'est un long travail. On en parlait tout à l'heure par rapport à la liberté. Ils ont la notion d'un manque de liberté. Alors que s'ils regardent un peu autour d'eux, s'ils voyagent autour d'eux, s'ils vont dans différents pays du monde, ils verront qu'ils sont très bien lotis. Alors je ne veux pas dire que celui qui nous gouverne actuellement aujourd'hui, il est sans reproche, mais quand tu vas voir ce qui se passe ailleurs, quand tu vas voir la gestion du Covid dans les autres pays du monde, quand tu vas voir les manques de liberté dans les autres pays du monde, et plein bien pire que ça, je ne comprends pas qu'on se plaigne de cette manière-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas possible de gouverner avec le caractère que les gens ont. Alors maintenant, il peut y avoir un espoir. C'est-à-dire que lorsque les gens je pense que lorsque les gens vont tout perdre, ils retrouvent des forces. Quand je soignais certains patients qui avaient une fracture d'une phalange et que pendant 10 séances, ils me gonflaient parce qu'ils n'avaient pas récupéré toute l'amplitude de leur phalange et ils rouspétaient, je me disais, mais cette personne-là, si un jour elle a une maladie grave, mais ça va être une catastrophe. Et puis hélas, cette personne-là un jour avait une maladie grave et j'étais sidéré de voir les forces qu'elle avait. Donc dans des situations extrêmes, les gens retrouvent des forces. Quand il y a eu les inondations, à l'époque de Vaison-la-Romaine, rappelle-toi, j'avais des amis qui étaient à Sarian, ceux qui avaient 50 cm d'eau dans leur maison, ils allaient aider ceux qui avaient 1 mètre d'eau dans leur maison. Alors que 6 mois avant, si on leur demandait un service, ils ne te le rendaient pas, parce qu'ils étaient dans leur monde d'égoïsme, etc. C'est un peu ça qui nous manque peut-être, non? Bah bien sûr, ouais, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, un des peuples qui se plaint le plus d'être malheureux, un des peuples, d'après les recherches qui ont été faites, il y a des études qui ont été faites, en France, on est un des pays qui pense ne pas être heureux. Alors que vraiment, on a tous les éléments pour l'être. Donc, est-ce que c'est parce que, c'est un cliché, mais est-ce que c'est parce qu'on n'est pas trop heureux? Est-ce qu'on n'a pas assez souffert? Je pense qu'il faut en baver un peu. C'est à partir du moment où
te disais tout à l'heure, quand j'avais une baisse de ma patientèle, j'étais moins bête et moins agressif que quand j'avais trop de monde. C'est un exemple. C'est un exemple. Est-ce que tu crois que c'est pas dû aussi à une forme de distorsion qu'il peut avoir entre les pouvoirs publics, les élus, etc., et le système démocratique? Les gens en fait se désintéressent en fait de la vie dans la cité, de la citoyenneté, nous vont beaucoup moins voter et qu'aujourd'hui un élu est élu avec, allez, on va dire 15 à 20% des inscrits. Il est vrai que nos dirigeants, quels qu'ils soient, actuels ou passés, ou candidats que l'on a pu avoir, n'ont pas été exemplaires. Je pense que l'exemplarité, ce manque d'exemplarité a fait douter les gens, a retiré les gens, a fait reculer les gens de la politique. Mon père disait, plus tu montes haut à une échelle, plus tu dois avoir une culotte propre. On a l'exemple quand même d'une succession de types qui ont fait des choses infernales. Donc effectivement, c'est difficile de croire à la politique. Moi, je me souviens d'un homme politique pour lequel j'étais à fond derrière lui, et puis qui s'est retrouvé avec des casseroles. Alors les gens m'ont dit oui, mais enfin bon, ils ont tous des casseroles. Ben non, moi, à partir du moment où lui, auquel je croyais, en a eu une, c'est fini, je ne peux plus croire en lui. Mais bon, après, je vais quand même aller voter, je vais quand même faire un choix, par défaut peut-être, comme mon caractère, plutôt le choix de la sagesse, jamais le choix des extrêmes. Voilà, ça c'est clair et net, quel qu'il soit. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les extrêmes, d'un côté comme de l'autre, sont en train de se rejoindre. En fin de compte, j'ai l'impression que les extrêmes aujourd'hui sont des gens qui se retrouvent parce qu'ils sont contre le pouvoir en place. Donc qu'ils soient extrême droite ou extrême gauche, ils vont être capables de faire le grand écart pour passer de l'un à l'autre du moment qu'ils vont détruire celui qui est en place. Donc il n'y a même plus d'idées politiques. Est-ce que tu penses que la démocratie aujourd'hui, c'est quelque chose qui tient encore la route, ou qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que la voix du peuple soit plus entendue? Tu vois, la démocratie, c'est 50%. Mais est-ce que quelque part, c'est pas un peu ridicule? Est-ce que la démocratie, ça devrait pas être plutôt, pour fédérer l'écologie du vivre ensemble, 70, 75 ou 80% pour que vraiment on puisse appliquer les décisions? Je me suis souvent posé la question sur le mot démocratie. Je ne sais pas si la parole au peuple, est-ce que c'est vraiment si bon que ça? Je ne sais pas. Il faut qu'il y ait un chef quand même. Parce que la parole au peuple, c'est un peu la parole à tout le monde, un peu la chienlit. C'est pas évident. Donner la parole à tout le monde, c'est donner la parole aux gens sensés comme aux cons, entre guillemets. Si tu veux. Donc, moi, j'ai plutôt envie d'un régime fort. Pas totalitaire, hein, attention, mais d'un homme fort. Mais est-ce que notre système politique en France aujourd'hui permet ça? Je ne suis pas sûr, quoi. Je veux dire. Mais tu sais, aujourd'hui, tu as beaucoup de radios qui ont basé leur écoute sur la parole à tout le monde, la parole au peuple. Ça a commencé par RMC, hein, les grandes gueules, etc., etc. Ça me gonfle un peu, ça. Parce qu'en fin de compte, ceux qui téléphonent, c'est ceux qui ont le temps. Ceux qui sont dans la rue, c'est ceux qui font partie des grandes gueules aussi. Et tu as toute une majorité silencieuse qui n'est pas écoutée, parce que ce sont des gens raisonnables qui se taisent. Donc est-ce qu'il faut tout casser pour obtenir? Oui, mais le problème c'est que c'est les minorités qui cassent tout. Est-ce que les politiques ont encore du pouvoir aujourd'hui, ou c'est plutôt le système économique derrière en fait? Oui. Plutôt ça? Oui. Et par rapport à aujourd'hui, la dette, quand j'ai noté ce chiffre-là, elle était à 2365 milliards d'euros, hein, on parle bien d'euros, on a connu le franc, ce qui équivaut à peu près à 33 000 euros par habitant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un gamin qui arrive au monde, il doit 33 000 euros. C'est tout à l'heure, au tout début de notre entretien, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on t'a institué comme valeur, et j'avais travail et honnêteté. L'endettement, à partir du moment où un État te montre jour par jour qu'on peut continuer à fonctionner en remboursant pas ses dettes, comment veux-tu demander aux gens de le faire?
aussi. Il doit être exemplaire. Et à un certain niveau, c'est plus rattrapable. Je pense que les premières dettes que l'on a eues, on aurait pu les rembourser, on ne l'a pas fait. Puis maintenant, en plus là-dessus se greffe effectivement les aides. Aujourd'hui, on a, avec le Covid, on a quand même aidé beaucoup d'entreprises. Il fallait le faire. Mais ça creuse la dette. Donc est-ce que le Français va accepter de la rembourser? Non. Il ne veut pas revenir en arrière. Hein. Ses acquis, il veut les garder. Donc non, c'est pas la dette, elle va continuer à se creuser. Hein. J'ai pas la solution. Sinon, je fais de la politique. Si je te dis liberté, égalité, fraternité, est-ce que c'est quelque chose qui te convient aujourd'hui ou est-ce que tu changerais un des trois mots ou Non, ça me convient. Ça te convient parfaitement. Ouais. Tu trouves que c'est respecté aujourd'hui? Non, pas toujours, mais ça me convient quand même. C'est une base. Comme tout à l'heure, tu me parlais des valeurs. Je te disais travail, famille. Si tu fais le triptyque travail, famille, patrie, ça fait un peu trop pétainiste. Donc on va le reprocher. Mais non, tu sais, je suis un ancien, donc ouais, je suis là-dessus. Liberté, égalité, fraternité, ouais, c'est des trois mots qui me conviennent tout à fait. Les trois. Les jeunes aujourd'hui. Tu as deux petites filles qui ne vivent pas en France, ça va être encore autre chose, j'imagine. Mais qu'est-ce que tu penses de ce monde qui s'offre à eux? C'est un peu mon inquiétude, hein. À partir du moment où tu es là pour transmettre, c'est un peu mon inquiétude. C'est-à-dire que pendant très longtemps, mon fils et ma belle-fille avaient du mal à avoir des enfants, j'en étais très très malheureux. Quand ils m'ont téléphoné un jour à 3h du matin pour m'annoncer la naissance de Morgane, je faisais des bonds de joie. Aujourd'hui, je me pose la question, parce qu'elles ont respectivement 9 ans et 7 ans, 9 ans après, si on me disait on attend un petit, je serais inquiet. Je suis inquiet pour les jeunes. Donc eux, heureusement, parce que bon, je pense que de toutes les générations, les vieux ont toujours dit oh là là, comment vous allez faire? Puis ils s'en sont sortis. Donc j'ai espoir en cela, mais je suis inquiet pour l'avenir des jeunes. Ouais, c'est sûr. Moi, je suis pas inquiet pour moi. Moi, j'ai 70 balais, j'ai eu une belle vie. Si elle se termine demain, c'est pas grave. J'ai quand même eu une super belle vie. Mais les jeunes, est-ce qu'ils vont l'avoir? Chaque année grattée de bonheur. Alors je crois que c'est un peu pour ça qu'on les gâte encore plus que la normale. Parce qu'on a peur que ça dure pas longtemps. Je pense qu'on est moins dur avec eux qu'on l'a été. Parce que je pense qu'inconsciemment, les gens sentent que c'est jamais, ça va pas durer. Non, c'est vrai que mettre un enfant au monde aujourd'hui, il faut être culotté, mais très bien ceux qui le font, parce que moi, c'est plus... je te dis, nos grands-parents disaient, oh là là, ça va être la catastrophe. Puis bon, il y a eu des bons moments. Donc c'est pour ça qu'il doit y avoir un espoir quelque part. Hein. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne, selon toi? Je sais pas, je parlais tout à l'heure de la démographie. Tant qu'on n'aura pas solutionné ce problème-là, et je vois pas comment on peut changer la donne. La planète, elle peut pas nourrir ça. Elle peut pas... Voilà. Alors maintenant, comment, j'en sais rien. Non, là-dessus, j'ai pas d'avis, heureusement. Laissons ça aux spécialistes. Sinon, je ferai de la politique ou je ferai autre chose. Mais je me sens pas. Je me sens capable de donner des conseils dans ma petite sphère familiale. Ça s'arrête là. C'est déjà beaucoup. Hein. Si on s'arrêtait tous à ça, ça serait parfait. Oui, exactement. Pourquoi se faire chier avec les autres hein? Finalement, déjà 3-4 personnes, si on peut s'en occuper, c'est déjà une bonne chose. Tout à fait. Ce monde-là, aujourd'hui, parfois, est-ce que tu le trouves pas un peu absurde dans ce qu'on fait? Dans une manière d'agir? Tu trouves pas, des fois, c'est un peu dérisoire. Des fois, il y a des trucs, moi, je me dis, mais c'est... Moi, je le compare un peu avec mon métier, mais des fois, en fait, tu passes ta journée, tu fais que cliquer du matin au soir. Tu m'as dit un truc une fois qui m'a vachement marqué. Je venais te voir pour des problèmes de dos. Tu m'as dit, l'être humain, il n'est pas fait pour être assis sur une chaise et devant un écran toute la journée. Ça, tu marques les choses, hein, tu te rappelles de ça. Non, c'est vrai que j'ai toujours dit à mes patients que comment dirais-je, la plus grande cause de la mauvaise santé, à mon échelle, c'était la chaise.
les peuples dits primitifs, Afrique, Asie, sont assis par terre. Et la chaise a commencé à créer des pathologies du dos. Donc la seule façon de lutter contre ça, c'est la marche à pied. C'est ce pourquoi l'homme a été mis sur terre, c'est pour marcher. On était des prédateurs pour attraper des animaux pas très rapides, blessés, capables de marcher pendant de très longues heures pour attraper un animal. On n'est pas des léopards qui attrapent en 100 mètres une gazelle. Et on a perdu cela. Et je me suis aperçu que les gens qui vivaient dans des pays comme l'Afrique, où j'ai pu aller en Éthiopie ou en Asie, qui étaient toujours assis par terre, avaient pas ou peu de problèmes de dos. Et c'est les rétractions, et j'ai eu des jeunes patients qui étaient complètement rétractés parce qu'ils étaient toujours assis. Alors, avec les moyens modernes aujourd'hui, ordinateur, tablette, assis toute la journée, tu as des problèmes de dos. On dit que le mal du dos est le mal du siècle, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, surtout dans les pays occidentaux. Ceux qui ramassent de l'igname ou des légumes dans les champs d'Afrique, les vieilles femmes de 70-80 ans, penchées en avant, la tête au niveau des genoux, en train de ramasser, tu leur demandes s'ils ont mal au dos et ils te disent non. Par contre, tu vois en agriculture ici, les gens travaillent dans les champs, comme ça, fléchis comme ça, parce qu'ils ont perdu, tout ça. Et donc la cambrure naturelle, on dit tu souffres du dos parce que tu es cambré, c'est pas vrai. En Afrique, ils sont très cambrés, et quand tu leur poses les questions, il y a peu de pathologie du dos chez eux. La chaussure aussi, c'est le fait d'avoir des chaussures, mais maintenant il en faut, parce qu'on en a, donc il faut en mettre de temps en temps, mais il faut marcher nu-pied de temps en temps aussi. Ouais, je pense que ça fait du bien aussi. Ah oui, il faut les deux. Et il y a des relations aussi de cause à effet, j'imagine, en fait, avec ce comportement-là où on est sédentarisé au sens large du terme, en fait. Et la manière, en fait, dont cela va, enfin, le genre d'information que ça va envoyer, en fait, aussi à notre cerveau, de manière plus ou moins consciente, la manière dont on va le faire redescendre aussi. Chaîne musculaire montante et descendante, oui, c'est sûr. Et même dans l'irrigation, je pense, du cerveau, j'ai l'impression que quand on commence à être trop sclérosé comme ça, on dégage en fait une forme de négativité. Voilà, ça a toujours on est un peu neurasthénique, etc. Oui, c'est sûr. Tu l'as remarqué? Oui, tout à fait. On est responsable. Il faut obligatoirement, je dirais, c'est valable pour beaucoup de choses, mais qu'il y ait un équilibre qui se crée entre l'esprit et le corps. Et que c'est ce dialogue-là, en fait, qui est prioritaire surtout. C'est très important, très important. Et c'est le pessimisme ambiant, le côté verre à moitié vide, sans arrêt. Dans mes proches, justement, j'essaie d'avoir un discours auprès de ma petite cellule, je leur dis, que ce soit ma maman en Normandie ou ma belle-mère, etc., je leur dis arrêtez de voir le verre à moitié vide, revoyez le verre à moitié plein, et parce que ça entraîne d'autres choses, si tu veux. Le pessimisme va faire que le corps va souffrir derrière, si intellectuellement tu l'es, c'est vraiment évident. On va attaquer la partie post-mortem. À partir du moment où il a tout vu, j'ai essayé. Je sais pas ce qu'il va me dire. Pas ce qu'il va me dire. Je pense qu'il y a, je dois avoir une place, possible que j'ai une place. J'ai pas trop fait de mal. J'ai essayé de pas faire trop de mal. Voilà, pas faire trop de mal aux autres. Donc je pense que non, j'ai pas fait trop de mal. J'espère. Il y a sûrement des gens à qui j'ai fait du mal sans m'en rendre compte, mais en m'en rendant compte, non, pas du tout. Maintenant, voilà, je sais pas si ça répond à ta question, si tu attendais d'autres choses. Voilà. Pour moi, quand je dis, quand je parle pour quelqu'un d'autre, des gens que j'aime et tout, pour moi, quelle est la qualité principale d'un être humain? C'est la gentillesse. Voilà, c'est ce que je mets au-dessus de tout, être gentil. Pour certains, c'est un défaut, un gentil con. Pour moi, gentil, c'est une chose importante. Et puis, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, une idée qui me vient en tête comme ça, quand mon fils a grandi,
Je lui ai dit, il y a 2 mots, hein, parce qu'il me parlait tout à l'heure de la définition de l'amour. Ouais, si on me dit quel est le mot le plus important de la langue française, c'est bateau de dire c'est l'amour. Pour moi, les 2 mots les plus importants de la langue française, c'est accepter et s'adapter. Accepter et s'adapter. Tu as une jambe amputée parce que tu as un accident de voiture. Si tu passes 10 ans à te dire mais qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là, pourquoi j'ai eu, pourquoi, tu t'en sortiras jamais. Si tu acceptes ta jambe coupée, tu peux avoir une belle vie derrière. Et s'adapter, justement, c'est s'adapter à tous les événements, etc., etc. Et c'est le problème de l'être humain en général, c'est que croyant à son intelligence, il veut adapter la nature à lui, alors que c'est lui qui doit s'adapter à la nature. Et c'est ce que les oiseaux font. La finalité, c'est la reproduction. Donc c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a dit ensemble. Accepter, s'adapter. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, si, il y a d'autres solutions, mais moi, c'est mon avis. Voilà, c'est important. Et c'est les 2 mots que j'ai transmis à mon fils. Accepter, adapter. Si tu as un enfant, c'est pas facile de leur transmettre un message. Moi, ça a été le message. Et une 3e chose, ta vie va être une rencontre permanente avec des croisements. Tu arrives à un croisement, tu vas tout droit, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas en arrière. Arrière, t'oublies. À droite, à gauche, tout droit. Choisis la voie que tu veux, quelle qu'elle soit, à la seule et unique condition que tu ne marches pas sur la gueule des autres. Voilà. Donc si ton bonheur, il est d'aller dans cette direction-là, vas-y, mais fais pas de mal. C'est vraiment les 3 trucs. Après, j'ai foutu la paix à mon fils sur plein de trucs. Mais ça, c'était important. Merci, Dominique. Merci à toi.